Brazzaville abrite aujourd'hui le deuxième sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Prélude à cette réunion, le ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso a présidé hier matin l'ouverture de la réunion des ministres de la dite commission. Objectif, préparer les dossiers à soumettre au chef d'État. Joachim Miafunambungu. La réunion du segment ministériel ouverte ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement s'est penchée sur l'examen des différents dossiers à soumettre à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement un mois avant l'ouverture de la 26e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 qui se tiendra à Glasgow en Écosse à partir du 1er novembre 2021. Au centre des dossiers, le financement pour l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo, dont le plan d'investissement et la banque de développement destinée à héberger l'outil financier de la Commission sont bel et bien connus. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est donc désormais prêt pour jouer le rôle qui est le sien. Il ne me reste plus qu'à inviter toutes les parties prenantes à mobiliser le financement nécessaire pour rendre opérationnel le Fonds bleu pour le bassin du Congo afin d'aider les pays membres de la Commission climat du bassin du Congo à concilier efficacement la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. Le principal enjeu de la Commission climat du bassin du Congo demeure la mobilisation des ressources pour son financement. Les résultats des travaux effectués en faveur de son opérationnalisation depuis 3 ans sont plus qu'encourageants. L'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le bassin du Congo, achevée en 2020, a livré ses conclusions que vous avez validées le 2 décembre 2020 lors de la réunion dédiée à cet effet. Le plan d'investissement et le mécanisme financier, ainsi que son schéma de gouvernance, ayant été ainsi entérinés, vous avez décidé, lors de votre réunion du 2 septembre dernier, de les porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement pour approbation. Un autre résultat obtenu est la sélection d'une banque de développement destinée à héberger et à gérer cette ligne de financement. Le choix opéré sera également présenté aux chefs d'État et de gouvernement afin d'obtenir leur imprimature. Second poumon écologique de la planète, le bassin du Congo joue un rôle considérable dans la lutte contre les changements climatiques. Après la cérémonie d'ouverture, les ministres des pays membres de la Commission du bassin du Congo ont pris part aux travaux afin de mieux examiner la feuille de route à soumettre au chef d'État de la dite commission. Un reportage de Sarah Ambenzamokia et Richline Malonga. Placée sous l'autorité de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo et coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, Arlette Sudonono, les travaux de ce segment ministériel sur le Fonds bleu ont permis à ces ministres d'examiner les documents qui seront soumis lors du deuxième sommet des chefs d'État et adopter une feuille de route pour l'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Après 4 heures d'intenses travaux, ces ministres sont parvenus à des recommandations. S'agissant de la recommandation de porter à l'attention des chefs d'État et de gouvernement par approbation, le plan d'investissement et le mécanisme financier, ainsi que son schéma de gouvernance du Fonds bleu pour le bassin du Congo, qui est défini par l'étude de préfiguration, les ministres confirment cette volonté. S'agissant des documents du sommet des chefs d'État et de gouvernement, notamment les projets d'agenda, lors du jour du huis clos, les déclarations des chefs d'État et de gouvernement et de motions commerciales. Les ministres, après examen, les ont validés et ont décidé de les soumettre au chef d'État et de gouvernement pour approbation. Clôturant ces assises, Arlette Sudonono a invité ses collègues ministres à ne pas baisser la garde, mais plutôt à se mettre au travail afin d'atteindre les objectifs fixés, la mobilisation des financements pour le Fonds bleu du bassin du Congo lors de la COP26. Pour gagner la lutte contre les changements climatiques, en plus de la mise en place des mécanismes performants, tels le Fonds bleu pour le bassin du Congo,
Il faudra davantage de volonté politique et le développement d'outils de stratégie. Je vous invite dès lors tous à redoubler d'efforts afin de mobiliser le financement nécessaire pour rendre opérationnel le Fonds bleu pour le bassin du Congo et aider les pays membres de la Commission climat du bassin du Congo à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. La position des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo à soumettre à la COP26 sortira du deuxième sommet des chefs d'État. Conseil interministériel hier sur fond de crise sanitaire. Le chef du gouvernement, soucieux de la santé des Gabonais, a mis en place une stratégie de renforcement des ripostes contre la troisième vague de contagion de la COVID-19 due au variant Delta. Patrick Simangoy, Richard Evindi. Ce 22e conseil interministériel sur visioconférence intervient dans un contexte de crise sanitaire préoccupant pour l'équipe de Rose Christian Oussoukara-Ponda qui fait face aujourd'hui à la recrudescence de nouveaux cas de contamination dus au variant Delta plus contagieux, virulent et mortel. Madame la chef du gouvernement, sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a mis en place une stratégie de renforcement du dispositif de riposte sur les plans de la surveillance épidémiologique, du diagnostic, de la communication et de la sensibilisation. Un système d'alerte dans les différents lieux, espaces publics, ainsi que le renforcement de la surveillance aux différents points d'entrée du pays pour une meilleure efficacité de lutte contre le coronavirus se met en place. L'équipe gouvernementale, en lien avec la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, est déterminé à sauver les vies des Gabonaises et des Gabonais face à cet ennemi invisible ravageur. Mission a donc été donnée aux ministères concernés, au premier chef, la santé, les transports, le tourisme, le commerce, l'économie, la communication et l'économie numérique, l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et bien d'autres ministères, de tout mettre en œuvre pour la réussite de la stratégie mise en place face à cette troisième vague de Covid-19. Le gouvernement recommande la vaccination et insiste sur l'application des gestes barrières susceptibles d'être durcis. Lundi dernier, notre pays a enregistré un taux de positivité de 4,5%. La situation est grave comme on le voit. L'occasion a été également donnée au gouvernement Rose Christian Oussoukara-Ponda de faire un point de la rentrée scolaire 2021-2022 effective depuis le lundi 27 septembre dernier. Une rentrée graduelle, échelonnée selon un calendrier mis en place par la tutelle. Un principe de rigueur qui accourt sur l'ensemble du territoire national. Les travaux de cette réunion du Conseil interministériel font donc suite à la participation de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, un sommet au cours duquel Rose Christian Oussoukara-Ponda, en visioconférence, a rappelé la place prioritaire que le secteur agricole occupe dans le nouveau modèle de développement du Gabon, le plan d'accélération de la transformation. Et à l'heure où plusieurs pays misent sur la mobilisation de ressources fiscales pour financer les politiques publiques, le Gabon ne compte pas rester en marge de cette dynamique. C'est dans ce cadre que l'administration fiscale qu'accompagne les agents de force de l'ordre procède depuis lundi à une nouvelle mission contre l'informel. Linda Nyumba Mungengi, Hervé Nzigué. Des commerces ouverts, des clients qui s'y intéressent. On le voit, chaque commerçant essaie tant bien que mal de gagner sa vie ici. Mais nombreux sont les opérateurs économiques qui oublient encore les bonnes manières, notamment se faire connaître auprès de l'administration fiscale et payer les impôts. C'est important que les opérateurs qui exercent leur activité dans le marché de Montbouet et de ses environs soient connus de l'administration. C'est une obligation qui est prévue par la loi. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle l'impôt. Il y a des taxes et il faut les payer. Les contrevenants qui n'ont pas voulu s'exprimer devant nos caméras rendent une fois encore le coronavirus responsable de leur comportement incivique. Mais la DGI connaît la chanson. Plus que jamais, elle reste déterminée à lutter contre l'informel,
Un secteur qui chaque mois crée un gros manque à gagner à l'État. Il y a une forte occupation du secteur informel. Dans les missions qui sont les nôtres et conformément aux instructions du chef de l'État qui instruit notre hiérarchie à réduire l'endettement et la réduction de l'endettement en se privant des ressources d'emprunt, il faut augmenter la mobilisation des ressources propres. Lancée en plein cœur du plus grand marché de la capitale gabonaise, cette énième opération de lutte contre l'activité économique informelle concerne pour l'instant les marchés de Libreville et d'Akonda, et ce, pour une durée d'1 mois. Et dans la suite de ce journal, une interrogation. Connaissez-vous les cases obus du peuple Mousgoum dans la région de l'extrême nord, habitat emblématique à la forme architecturale inédite? Elles sont construites à partir d'un mélange de terre et d'herbe sur un plan circulaire par superposition d'assises successives pour des unités pouvant atteindre 6 à 15 mètres de hauteur. Visite guidée ce midi avec Abdoulaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Des obus en terre battue, plantés au cœur du pays Mousgoum. Ici à Mourla, les cases Teluk, connues sous le nom de cases d'obus, se dressent comme une preuve irréfutable de la force et de l'ingéniosité de ce peuple de la vallée du Logon. Ce qui est remarquable dans ce type d'habitat, c'est l'absence de fondation ou d'armature pour soutenir cette énorme masse faite d'un mélange de terre, de paille et de colle végétale séchée et solidifiée au soleil. Les attributs décoratifs dépassent le simple but d'embellissement extérieur. Ils permettent de réguler la température à l'intérieur de chaque case en fonction de l'air ambiant. Selon la tradition Mousgoum, un complexe de ferme atypique était autrefois composé de 5 cases, dont une pour le maître de la maison, 2 pour les épouses, une pour la cuisine et une autre pour le bétail. La pièce qui renferme les objets les plus précieux était fermée par un bouclier. Une petite ouverture circulaire au sommet contribue à la circulation de l'air. Dans la cour se trouve généralement une énorme urne qui sert de grenier à mil pour toute la famille. Aujourd'hui, ce modèle est reproduit dans plusieurs villes de l'extrême nord et du Cameroun pour préserver cette créativité architecturale du peuple Mousgoum qui avait disparu dans les années 70. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a eu une séance de travail avec son homologue du Niger. Plusieurs questions bilatérales étaient au centre de la rencontre qui s'est tenue autour du président de la République, Mohamed Bazoum. Compte rendu, Mariam Keita et Mahamadou Adamou. En visite officielle de travail au Niger, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a été reçu en audience par Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Les questions bilatérales entre les deux pays étaient au centre de la séance de travail qui s'en est suivie. Pour le président de la République, Mohamed Bazoum, l'excellente relation bilatérale, la question de l'insécurité, de la migration et les échanges commerciaux entre les deux pays ont été les sujets de préoccupation majeure abordés au cours de ces entretiens. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir pour cette visite officielle. La Libye est un voisin stratégique du Niger. Malheureusement, le contexte de notre région est aujourd'hui fortement marqué par le phénomène du terrorisme et de l'insécurité. Nous avons là une occasion de traiter de cette question de façon à développer une coopération susceptible de nous aider à mutualiser nos forces et à faire face à ces fléaux ensemble. En plus de la question de l'insécurité, nos deux pays ont en commun le souci
de la lutte contre la migration irrégulière. Ces deux questions concernent le sud de la Libye et le nord du Niger. Les Nigériens qui sont en Libye sont très nombreux, qui mènent des activités économiques. Ils sont des gens en qui les Libyens ont particulièrement confiance à cause de la qualité de leur comportement. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, vous rendre hommage personnellement pour les changements que vous avez réalisés depuis que vous êtes à la tête du gouvernement libyen. Votre visite au Niger est la preuve de ce changement opéré en Libye depuis que vous êtes à la tête du gouvernement. C'est parce que vous avez conscience de la nécessité de développer une certaine relation avec un pays comme le nôtre que vous êtes venu aujourd'hui au Niger. C'est un pays qui peut donner lieu à de grandes opportunités aux investisseurs libyens. Vous êtes venu avec une délégation d'opérateurs économiques qui ont besoin de connaître le Niger et de repérer toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à eux pour qu'ils profitent de cette croissance qui est en ce moment à l'œuvre dans ce pays. Tout en remerciant les autorités nigériennes pour l'accueil empreint de chaleur, le Premier ministre libyen Abdelhamid Beiba s'est réjoui des liens séculaires qui unissent les deux États. S'agissant de la question sécuritaire, il est plus que nécessaire pour ces deux pays de renforcer la coopération pour asseoir la paix et la quiétude sous-régionale. Les relations sociales doivent également être de mise pour le renforcement de celles économiques axées sur les investissements commerciaux. Abdelhamid Beiba a conclu en disant que l'avenir est commun et que la sécurisation des frontières s'impose pour combattre le terrorisme. Bientôt, la Côte d'Ivoire entière bénéficiera du déploiement de la fibre optique. C'est la nouvelle donnée hier par le consortium d'opérateurs privés en charge du projet au ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Les opérateurs en ont profité pour expliquer à Roger Adom les grands axes surtout de cet important projet. Le témoignage de Cheikh Kone Aboubakar. C'est un consortium composé des groupes ivoiriens Caïdan et français Sogetrel et Groslo. L'intérêt de ces opérateurs privés est d'accompagner le gouvernement dans la construction, le développement et le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. On n'ira pas dans des endroits qui sont déjà couverts par les opérateurs de téléphonie. Nous irons dans les endroits qui ne seront pas couverts par ces opérateurs de téléphonie et nous pourrons faire ce qu'on appelle la mutualisation. En ce moment, ça sera à la demande. Quand un opérateur aura besoin de lignes de fibre optique, nous saurons mettre ça à sa disposition. Et ce n'est pas un schéma qui est inédit en Europe. C'est par ce mécanisme-là que les zones les plus reculées ont pu bénéficier du haut débit. Le ministre Roger Adom a marqué un intérêt à ce projet qui vient à point nommé aider l'État à renforcer son dispositif de plus de 5000 km de fibre optique déjà construite. La notion de service universel, c'est quelque chose que auquel nous réfléchissons au plus haut point, parce que beaucoup d'acteurs viennent investir à Abidjan, c'est facile, mais peu pensent aller dans d'autres zones plus reculées où il y a tout aussi un besoin de réseau, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que les gens bougent. Donc on est chez soi, on a tout le réseau, bureau, et puis après, quand on va dans d'autres endroits, on n'a pas ce qu'il faut. Le premier data center du consortium sera installé en Côte d'Ivoire dans le courant du mois d'octobre.
C'est un ouf de soulagement pour ces étudiants en fin de cycle qui ont du mal à trouver un stage de perfectionnement. Compliqué pour certains d'en trouver. La commune Golfe 3 et l'université de Lomé apportent une solution à leurs préoccupations. Ensemble, ils ont lancé un projet dans ce sens. Le projet Programme de contrat d'alternance également, un moteur d'offres d'emploi. Abaza Dadja, Immaculée Baoué Abalo, voix Marie-Ange Vida. Des stages pratiques pour les étudiants de Golfe 3 en fin de parcours. L'offre vient du programme de contrat d'alternance. Déjà bénéficiaires de ce stage renouvelable une seule fois, 20 jeunes de différentes spécialités sélectionnés par un jury. Le constat est clair qu'après le diplôme, il est difficile à nous étudiants de vraiment s'insérer dans le monde professionnel. Je loue vraiment cette initiative. Ce projet vient en appoint à la lutte contre le chômage lancé par le gouvernement. Projet co-animé par la commune Golfe 3 et l'université de Lomé. La mairie du Golfe 3 et l'université de Lomé entendent offrir à nos jeunes apprenants de l'université de Lomé l'opportunité de se faire former à la fois à l'université et dans le monde entrepreneurial. Concrètement, cela veut dire que les jeunes alterneront 2 jours de cours et 3 jours en entreprise. Nous osons croire qu'à travers cela, ils seront mieux outillés au monde du travail et cela permettra petit à petit de leur mettre le pied à l'étrier. Les étudiants et étudiantes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi parce que généralement on leur demande dans leur CV s'ils ont de l'expérience. Or, ils ne peuvent pas avoir de l'expérience sortie fraîchement de l'université. Donc c'est ce volet, ou dirons qu'on peut dire des lacunes dans leur cursus que nous avons voulu prendre en main en signant ce partenariat avec la commune. L'université forme, la commune cherche les partenaires et nous faisons de ces étudiants les relèves de demain. Candidats à ce projet, les jeunes étudiants de 30 ans, une opportunité pour mieux s'intégrer au marché du travail. Au-delà de la cantonisation de certaines écoles insolibres, c'est le cas à Kermassar. Le département a été fortement touché par les inondations et les établissements n'y ont pas échappé. Vous allez le voir dans ce reportage de Oum Kalsoum Sall. Certaines images peuvent paraître surréalistes. On se croirait dans un champ. Loin de là, nous sommes plutôt dans un établissement scolaire. Le bloc scientifique et technologique des parcelles assainies de Kermassar. C'est une situation que nous vivons depuis plusieurs années, parce que le bloc se trouve dans un bas-fond. Donc il y a toujours de l'eau dès l'hivernage. Et à chaque fois, il y a des problèmes d'inondation, même au niveau des salles de classe, surtout en technologie et sciences physiques. Le plancher même est en train de s'affaisser. La météo, encore pluvieuse, joue en défaveur du comité de gestion. Comme les années passées, ce bloc qui polarise 4 collèges risque de ne pas ouvrir ses portes aux élèves le jour de la rentrée. Ce sera très difficile de faire la rentrée, peut-être le 11 ou le 14. Bon, si les pluies continuent, ce sera encore plus difficile. Bon, si les pluies s'arrêtent peut-être, on va essayer de désherber. Et ça va prendre encore du temps. Bon, les services de l'État, oui, qui doivent venir vraiment désinfecter tout ça. Donc, nous attendons. Toujours dans le département de Kermassar, à l'école élémentaire de l'unité 14, les stigmates des inondations sont encore visibles. C'est catastrophique. C'est une situation catastrophique et qui perdure. Ça fait plus de 15 ans que nous vivons la même situation. On n'a jamais eu d'aide. Tout ce qui se fait dans cette école est fait par l'association des parents d'élèves. L'association des parents d'élèves. Peut-être qu'il y aura un secours de l'État. Je ne sais pas. On espère. Ce n'est pas certain, mais on espère. Pour le délégué de quartier, la désolation est encore plus grande pour une école qui enregistre d'excellents résultats.
pendant ces dernières années, toujours, cette école a été la première par ses résultats. Dans la commune? Dans la commune de Keur Massar, toujours. Dans une autre école, celle de l'unité 5 des Parcelles Assainies, le directeur est moins stressé que nos précédents interlocuteurs. On n'attend pas l'ouverture des classes pour procéder au désherbage. Par exemple, quand il pleut, un mois après, on désherbe l'école. Avant l'ouverture des classes, on désherbe 2 fois l'école. Maintenant, le 5, on a prévu le 5, avec l'appui des jeunes du quartier, de désherber toute l'école. Encore une dizaine de jours avant la rentrée des classes, à Keur Massar, les eaux stagnantes règnent encore en maître dans la plupart des écoles.